C'est bon. Donc nous allons. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour cette 4e journée de l'Université d'été en ligne cette année et de vous voir chaque jour si nombreux participer donc à ces webinaires depuis l'Espagne, la Pologne, le Portugal, les Açores, la France, mais aussi on a vu l'Italie, l'Allemagne. Donc il semble que certains d'entre vous soient partis avec des devoirs de vacances dans leur valise. Donc bienvenue à tous. Donc, je suis Julie Quesnel, je suis attachée de coopération linguistique pour les régions sud de l'Espagne. Et c'est aujourd'hui vraiment avec grand plaisir que je modérerai ce webinaire qui est animé par Annette Maxime, intitulé « Évaluer et certifier en français ». Certains d'entre vous connaissent sans doute Annette, ont participé peut-être avec elle à des stages d'habilitation pour être correcteur et examinateur d'ELF-DALF. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Annette est donc responsable du Centre national des examens, centre qui est en fait le service qui gère tout le dispositif d'ELF-DALF pour toute l'Espagne et coordonne donc, entre autres, le travail des 33 centres d'examen officiels au niveau national. Merci vraiment beaucoup Annette d'avoir accepté notre invitation. Et la présentation durera environ 1 heure et n'hésitez pas donc à noter vos questions, même pendant la présentation, dans l'onglet questions-réponses et non dans l'onglet chat, qui restera pour nos conversations ainsi plus informelles. Et Annette donc y répondra à la fin de son intervention. Voilà, j'ai assez parlé. Annette, je te laisse la parole. À tout à l'heure. Merci Julie. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vais pouvoir enlever mon casque puisque là, je vais être toute seule à parler. Je le remettrai pour répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, on va commencer ce webinaire par une petite réflexion préliminaire sur l'évaluation. Alors, qu'est-ce que l'évaluation? Alors, l'évaluation, qu'elle soit diagnostique, c'est-à-dire une évaluation de placement, de positionnement pour former des groupes, qu'elle soit formative, c'est-à-dire pour voir les points faibles et les points forts de nos apprenants, pour voir comment continuer son apprentissage, quels points sont à renforcer, ou que cette évaluation soit sommative. Vous voyez que dans le mot sommatif, il y a la summa, c'est-à-dire l'addition des apprentissages. Donc, que aussi cette évaluation soit sommative à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année. Eh bien, l'évaluation, c'est une mesure. On va mesurer les compétences de nos apprenants. On va regarder à la loupe qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il ne sait pas encore, qu'est-ce qu'il lui reste à apprendre. Et donc, ce sont des outils pour à la fois le professeur en classe et aussi pour le système éducatif dans lequel nous travaillons. Et puis, quand l'évaluation est certificative, comme le DELF et le DALF, c'est aussi les clés de la réussite parce que ça nous permet bien, de valider le grado universitario, ça nous permet d'obtenir avec un B2 bien, une bourse Erasmus ou d'aller avec un B2 ou un DALF à l'université française, où ça nous permet aussi d'obtenir des points pour un concours d'enseignement. Et autre réflexion, est-ce que ça c'est une question, si vous voulez, que on a l'habitude de me poser là, quand je fais des formations. Est-ce qu'il existe de mauvaises pratiques de l'évaluation? En fait, les professeurs sont inquiets de savoir si leurs pratiques sont bonnes ou mauvaises. Est-ce que, voilà, on me demande, est-ce qu'on peut proposer des exercices traditionnels? Alors, ce qu'on appelle exercices traditionnels, ce sont des exercices sans contexte. Par exemple, on doit compléter des phrases avec des mots, avec une préposition ou avec un verbe. On nous demande de conjuguer un verbe. Voilà, ça c'est un exemple d'exercice traditionnel. Et on me demande aussi, est-ce que on peut proposer les mêmes exercices pour l'évaluation formative et l'évaluation sommative? Alors moi, je réponds à ces questions qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise pratique de l'évaluation si le professeur sait à tout moment pourquoi il fait cette évaluation, dans quel but. Et donc, toujours, l'évaluation, ce sera faire des choix. Il faut faire des choix pour faire une évaluation. Et pour faire des choix, il faut être formé. Voilà, ça c'est la clé en fait de l'évaluation. Comme pour tout,
il faut être formé. Et bien formé, on peut faire des choix et on sait à tout moment pourquoi on fait ça et pourquoi on ne fait pas ça. Par exemple, prenons l'exemple de l'exercice traditionnel. Pourquoi pas? Si par exemple, j'ai vu en classe, on va imaginer, par exemple, donner un conseil à un ami. Bon. Alors, tu devrais faire ça, il faudrait que tu fasses ça. Donc, vous voyez qu'on va utiliser le mode conditionnel pour donner des conseils. Donc, pourquoi pas, si le professeur veut vérifier si ses apprenants connaissent bien le mode conditionnel, ça vient conjuguer les verbes au conditionnel, pourquoi pas faire un petit exercice sur la conjugaison du conditionnel. Donc, vous voyez, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Donc, il faut toujours faire des choix. Et quand on sait ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de mauvaise pratique de l'évaluation. Mais tout de même, je rajoute qu'il faudra quand même que cette évaluation soit toujours en cohérence avec votre enseignement. On ne peut pas enseigner d'une manière et évaluer d'une manière tout à fait différente qui n'a pas de cohérence avec votre enseignement. Il ne faut pas que ce soit une surprise en fait pour l'apprenant, mais une continuité. En fait, on fait le bilan de son apprentissage, mais c'est dans la même perspective. Donc, comme j'imagine que vous utilisez des manuels de français langue étrangère, et ces manuels sont actuellement adossés au cadre européen de référence pour les langues. Donc, bien évidemment, votre évaluation devra, en tout cas pour l'évaluation formative ou sommative, à un moment donné, eh bien voilà, il faudra aussi avoir une évaluation dans la perspective du cadre européen. Et pourquoi aussi? C'est aussi parce que l'évaluation certificative du DELF et du DALF, donc il va valider officiellement les connaissances de vos apprenants. Tôt ou tard, vos apprenants vont devoir passer cette certification internationale qui est aussi harmonisée sur le cadre européen, qui est conçu dans la perspective du cadre européen. Eh bien, de toute façon, il va falloir à un moment donné faire une évaluation dans la perspective du cadre européen. Donc, c'est l'objet en fait de ce webinaire. Je vais vous expliquer quelles sont les caractéristiques d'une évaluation qui est conçue dans la perspective du cadre européen. Et comme ça, nous allons aussi illustrer ces caractéristiques par des exemples du DELF, tirés du DELF, donc l'évaluation certificative. Alors, vous savez, bon, le cadre européen, je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez, hein, donc c'est ce document qui est né en 2001, au moment du lancement de l'année européenne des langues, et qui s'adresse, eh bien, non seulement aux apprenants, aux professeurs, mais aussi aux autorités éducatives, aux maisons d'édition, aux auteurs de livres, en fait, à toute personne qui travaille dans le domaine de l'enseignement-apprentissage des langues. Donc, la première caractéristique pour pouvoir concevoir une évaluation conçue dans la perspective du cadre européen, eh bien, ce serait de connaître les niveaux que vous mesurez. Il faut savoir les limites. Qu'est-ce qu'on attend de notre apprenant? Il faut savoir justement qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre, qu'est-ce qu'il n'est pas censé connaître. Et donc, on ne peut pas sanctionner. On ne peut pas sanctionner un apprentissage qui n'a pas encore été vu. Donc, il faudra, vous comme professeur, bien connaître les niveaux du cadre, bien lire les descripteurs du cadre européen qui doivent être très familiers pour vous. Vous devez pouvoir reconnaître à la lecture d'un descripteur quel niveau est défini, parce que vous devez absolument, pour bien mesurer les connaissances de vos apprenants, savoir ce que vous attendez, ce qu'on peut attendre de l'apprenant. Et vous voyez que les termes qui définissent les grands niveaux, hein, A, B, C, du cadre européen sont déjà très révélateurs du niveau. Par exemple, quand au niveau A, on parle d'un utilisateur élémentaire, ce mot élémentaire nous dit bien déjà que nous ne pourrons exiger de notre apprenant que des éléments élémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on pourra trouver dans une production écrite ou orale des erreurs, mais qu'on va pouvoir peut-être attribuer le maximum des points si ces erreurs relèvent d'un niveau supérieur au niveau A. Donc, c'est pour ça qu'il est très
très important de connaître les limites de ce qu'on attend du candidat. Au niveau B, on parle d'un utilisateur indépendant et on voit ce mot indépendant, on voit tout de suite qu'en fait, le candidat ici, il peut se débrouiller et donc se débrouiller dans une situation inattendue de la vie. Donc, vous voyez, ça nous place déjà un certain niveau d'exigence. Et puis, bien sûr, au niveau expérimenté, ce mot expérimenté nous explique bien, voilà, que notre apprenant, il est autonome, il a une maîtrise de la langue, il pourra entrer dans les nuances et dans une élaboration de la langue. Donc, ça, c'est la première chose, les niveaux. Donc, ici, par exemple, on va pouvoir donner des exemples. On a 4 personnages et donc, il faut savoir reconnaître le niveau à travers un descripteur. Par exemple, notre personnage numéro 1 dit « Je peux prendre part sans préparation à une conversation sur des sujets familiers ». Donc, on voit le mot « sans préparation » et on voit « sujet familier ». Donc, ben voilà, sans préparation, ça veut dire que notre apprenant, il est indépendant et il peut faire face à une situation inattendue. Et sur des sujets familiers, donc notre apprenant ici est de niveau B1. Le personnage numéro 2, j'ai ma photo qui me cache un petit peu, je vais la descendre. Je peux suivre une argumentation complexe si le sujet m'en est relativement familier. Donc, vous voyez ici, on passe à une langue plus élaborée, une argumentation, on rentre dans les nuances, on va rentrer dans des structures plus comme une démonstration, démonstrative. Donc voilà, on est plus dans la complexité. Mais le sujet, il est quand même encore relativement familier. Donc nous sommes ici au niveau B2. Le personnage numéro 3 peut écrire une lettre personnelle simple, par exemple, de remerciement. Merci pour ton invitation, mais je suis désolée, je ne peux pas venir. Donc voilà, il va expliquer pourquoi, il va peut-être proposer un autre jour. Donc ça, eh bien, c'est au niveau A2 que nous sommes capables d'écrire cette lettre personnelle simple. Vous voyez que c'est élémentaire, c'est simple. Et le personnage numéro 4, eh bien, lui, il peut comprendre des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans des annonces, des affiches ou des catalogues. Donc, nous avons ici le mot très simple et nous sommes au niveau des mots et des phrases et non pas au niveau des textes. Et donc, ça, c'est un descripteur du niveau A1. Donc, voilà ce que vous devez apprendre à faire pour pouvoir mieux mesurer un niveau. Ici, je vous ai mis ce tableau pour vous montrer, vous voyez, ça, c'est le nombre d'heures d'apprentissage, en fait. Ça, c'est France Éducation Internationale qui donne ce tableau, qui donne une idée approximative du nombre d'heures d'apprentissage nécessaires pour atteindre chacun des niveaux, des 6 niveaux du cadre européen. Alors, bien sûr, ce nombre d'heures d'apprentissage va dépendre de la langue maternelle de l'apprenant, puisqu'un hispanophone va apprendre très certainement plus vite à apprendre le français, va aller plus vite pour apprendre le français qu'on peut supposer un japonais ou un chinois. Et puis, ça va dépendre aussi de l'individu, de sa volonté, de sa motivation. Et donc, voilà, il y a une fourchette, mais je voulais vous montrer ce tableau pour que vous voyez aussi que les niveaux ne sont pas équidistants. C'est-à-dire, par exemple, quand on a atteint le niveau A1, pour atteindre le niveau A2, j'ai besoin de 100 heures ou 120 heures d'apprentissage supplémentaire. Mais regardez, entre le B1 et le B2, j'ai besoin de 200 à 250 heures d'apprentissage. Voilà pourquoi il est important de savoir ça, parce que nous voyons trop souvent, par exemple, des candidats qui, à la session de février, présentent un DELF B1, ils réussissent et ils présentent à la session suivante, en juin, le niveau B2. Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de miracle dans l'apprentissage des langues. Il faut un nombre d'heures d'apprentissage, c'est comme ça. Il faut, alors que ce soit à l'école, à la maison, ça compte aussi. Mais le nombre d'heures est là et elles sont nécessaires pour pouvoir atteindre confortablement un niveau. Et donc, j'ai mis en regard, vous voyez, le nombre d'heures d'apprentissage total.
Donc, vous voyez que pour le B1, c'est 330 ou 400 heures d'apprentissage, mais pour le B2, ben, c'est 530, voire 750 heures d'apprentissage. Voilà. Nous continuons. Donc, pour aussi concevoir une évaluation dans la perspective du cadre européen, eh bien, vous allez, vous le savez, mesurer des compétences. Les compétences langagières, au nombre de 4, la compréhension orale, la compréhension des écrits, la production écrite et la production orale, que nous pouvons diviser en 2 compétences, selon si elle est en interaction ou en continu. Alors, en interaction, dans la vraie vie, c'est par exemple eh bien, dans une boutique ou si je vais au théâtre pour acheter un billet ou avec un ami, je fais une petite conversation. Et puis, la production orale en continu, ça peut être par exemple le discours du président de la République à la télévision, il parle en continu, ou ça peut être un élève qui fait un exposé en classe. D'ailleurs, la production écrite, on a aussi cette double compétence, puisque ça va dépendre aussi, on peut répondre à un message, donc on est comme en interaction, on réagit à une invitation, on réagit à un refus. Donc on est en interaction écrite et je peux écrire tout seul dans mon journal intime, ou je peux écrire un article, ou je peux écrire un livre, même si derrière il y a quand même un lecteur auquel on s'adresse. Alors, ces compétences, vous voyez que France Éducation Internationale, qui est le siège du DELF et du DALF dans le monde, qui est donc un organisme public qui dépend du ministère de l'Éducation français. Donc, c'est France Éducation Internationale qui conçoit les examens du DELF et du DALF. Et vous voyez, France Éducation Internationale, comme nous, comme professeurs dans la classe, ils ont fait un choix. Et ils ont choisi de donner, vous voyez, la même importance à chacune des 4 compétences. Donc, du A1 au C2, pour le DELF et le DALF, eh bien, nous avons 4 compétences qui sont évaluées sur le même nombre de points. Voilà, ça, c'est un choix. Mais vous, en tant que professeur, vous pourriez choisir un choix différent. C'est-à-dire, imaginez que vous avez bien travaillé ce dernier mois la production orale et vous voulez valoriser chez vos apprenants leur travail. Donc, vous allez pouvoir donner peut-être plus d'importance, plus de points à cette compétence. Donc là, encore, c'est toujours des points. Et vous pouvez changer à l'évaluation que vous ferez le mois suivant. C'est toujours une question de choix et d'être conscient de pourquoi on le fait. Alors, petite question, le DELF, par exemple, qui mesure donc les compétences langagières, propose plusieurs exercices de compréhension orale et plusieurs exercices de compréhension écrite. Alors, on pourrait s'interroger, mais pourquoi est-ce qu'un seul exercice n'est pas suffisant? Alors, eh bien, parce qu'on veut mesurer la capacité à comprendre plusieurs types de documents. Parce que, voilà, par exemple, au DELF A1, on va vérifier si le candidat il comprend un message sur un répondeur téléphonique ou une annonce dans un lieu public. Par exemple, un petit garçon attend sa maman, il s'est perdu, il est à l'accueil, il a un pantalon blanc, un t-shirt bleu, voilà, ce genre de choses. Comprendre des instructions, comprendre une mini-conversation. Donc, on n'utilise pas la langue de la même manière quand on répond, quand on laisse un message sur un répondeur, quand on fait une annonce, quand on laisse des instructions ou quand on parle petite conversation informelle. Donc, on veut mesurer justement la capacité à comprendre ces différents types de documents. Et il en est de même pour la compréhension des écrits. On va, par exemple, ici au DELF A2, eh bien, on va vérifier si le candidat il comprend des annonces, une correspondance, des instructions. Alors ici, ça peut être, par exemple, une recette de cuisine, ou ça peut être un emploi, un mode d'emploi, ou des informations sur une affiche ou sur un petit article simple. Voilà. Donc là encore aussi, vous pouvez faire le choix
de choisir les supports, mais voilà, il faudra sûrement varier les supports pour développer chez vos apprenants la capacité à comprendre différents types de documents. Une autre caractéristique d'une évaluation qui est conçue dans la perspective du cadre européen, c'est bien sûr les exercices vont être comme des tâches de la vie quotidienne. Alors, bon, vous connaissez sûrement ce qu'est une tâche, je vais le rappeler rapidement. En fait, nos apprenants en classe, ce ne sont pas seulement des apprenants dans une classe, mais ce sont aussi des individus qui vivent dans une société et qui vont donc coagir avec les autres. D'ailleurs, j'étais très étonnée d'apprendre au moment de la pandémie le nombre d'interactions que nous avons par jour en moyenne. Je ne me rappelle plus le chiffre, mais ça m'avait étonnée. Donc, on a visiblement de très nombreuses interactions dans la vie quotidienne. Donc, cet apprenant, il est en fait ce que le cadre européen définit comme un acteur social. Et donc, il va réaliser, dans la vie quotidienne, voilà, on va réaliser des tâches. Alors, on va imaginer, puisque je parle de la pandémie, imaginons, voilà, un apprenant qui veut aller faire un séjour linguistique en France au mois d'août. Bon, mais c'est juste après la pandémie. Est-ce que ça existe en présentiel ou est-ce que ça va être seulement à distance? Voilà, bon, la première chose qu'il va faire, on imagine, on a tous le même réflexe, eh bien, il va aller regarder sur Internet. Donc, il va en passer par une compréhension écrite, hein, puisqu'il va devoir comprendre tous les documents qu'il va lire sur son écran. Et puis, il va repérer un séjour qui l'intéresse, mais il a quand même quelques questions à poser. Voilà, par exemple, les précautions à prendre, est-ce qu'il va pouvoir voyager? Donc, il va peut-être cliquer sur « Contact » et il va écrire ses questions, écrire ses interrogations, ses doutes. Donc, il va en passer par une production écrite. Et puis, la personne qui va recevoir en France ce message se dit « Oh, voilà un client, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, donc je vais en profiter, je vais le rassurer, je vais l'appeler, je vais le rassurer. » Et donc, elle l'appelle et donc, notre apprenant va en passer par une interaction orale. Donc, vous voyez qu'une tâche, en fait, va mettre en œuvre différentes compétences avec différentes stratégies, avec un objectif, voilà, ici, les objectifs sont extra-linguistiques. Hein. Ici, c'est réussir à trouver un séjour linguistique. Et le résultat est ouvert, est-ce qu'il va réussir ou pas. Donc, voilà, on a défini ce qu'est une tâche et on va prendre un exemple de tâche, voilà, un exercice qui est une tâche dans le DELF B1 par exemple, voilà, une interaction orale avec votre professeur de français. Vous pensiez avoir une bonne note en français et vous obtenez 2 sur 10. Vous allez discuter avec le professeur pour en savoir la raison. Elle vous accuse de ne pas travailler suffisamment. Vous lui décrivez votre méthode de travail et vous répondez à ses remarques. L'examinateur joue le rôle du professeur. Donc, voilà une tâche. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une tâche? Eh bien, il y a un contexte. Hein. On est à l'école, dans la classe de français, et moi, je fais mon rôle d'élève et j'ai obtenu une mauvaise note. Bien, il y a un problème à résoudre. Hein. L'objectif aussi ici extra-linguistique, c'est comprendre mes résultats et obtenir éventuellement une meilleure note. Il y a une situation de communication. Je suis élève et je m'adresse à mon professeur de français. Je sais les actes de parole que je dois mettre en œuvre. Je dois décrire ma manière de travailler, expliquer, convaincre, demander des explications et je vais développer des stratégies. Hein. Bien sûr, quand on va vérifier, quand on va écouter l'apprenant, on va voir s'il sait mettre en adéquation ses actes de parole avec la situation. S'il se fâche, ce n'est peut-être pas la bonne stratégie. Hein. Il faut, dans la tâche quotidienne, pour réussir la tâche, il faudra mettre en adéquation les actes de parole à la situation.
Donc ici, c'est par exemple ne pas se fâcher, se montrer persuasif et compréhensif. Et le résultat est ouvert. Est-ce que je vais réussir à faire changer d'avis mon professeur? Donc vous voyez bien ici qu'il faut s'adapter à une situation. Il faut savoir, quand on conçoit un exercice, une tâche, il faut un contexte, il faut savoir qui on est, à qui on s'adresse et pourquoi faire. Et ça, c'est l'essentiel. Et c'est pour cela que quand vous allez préparer vos élèves au DELF à une évaluation conçue dans la perspective du cadre européen, vous ne pouvez pas lui faire, par exemple, apprendre par cœur des modèles de lettres, des modèles de réponses, parce qu'on ne peut pas plaquer quelque chose appris par cœur à une situation. Non. La meilleure manière de préparer vos élèves, c'est justement de lui montrer comment adapter, comment comprendre sa situation et comment adapter son discours à cette situation. Je suis qui? Je m'adresse à qui? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà ce qu'il faut, comment il faut préparer vos élèves au DELF. Je vais prendre un deuxième exemple de tâche. Par exemple, au DELF A2, expression écrite. Vous êtes parti en vacances pendant une semaine, vous écrivez à un ami ou une amie française pour lui raconter vos vacances. Vous lui expliquez où vous êtes allé, avec qui et ce que vous avez fait. Vous donnez vos impressions sur vos vacances. En général, dans le DELF, le candidat, il a son propre rôle, c'est-à-dire il est adolescent, dans le cas d'un DELF junior, enfin, il dit lui-même en fait. Donc ici, on a un contexte, on a les vacances, un voyage, un objectif, donner des nouvelles à un ami, une situation de communication. Voilà, j'écris une lettre à un ami, une amie française. Et je dis où je suis allée, avec qui, je raconte ce que j'ai fait et je donne mes impressions. Donc voilà comment vous devez concevoir vos exercices si vous faites des exercices dans le cadre, dans la perspective du cadre européen. Alors, par exemple, 3 petits exemples. Est-ce que ce sont des tâches? Hier, c'était l'anniversaire de votre meilleur ami, mais vous l'avez oublié. Écrivez-lui un courriel de félicitations et d'excuses. On a bien un contexte, on sait à qui on s'adresse, et c'est sûrement une situation que vous-même avez vécue dans la vraie vie. Donc oui, il s'agit bien d'une tâche. Deuxième exemple, vous répondez à une amie étrangère qui a l'intention de visiter votre pays pour lui donner des conseils pour son voyage, ses bagages, les régions à visiter. Nous avons bien un contexte. Nous écrivons à une amie, nous savons pourquoi nous lui écrivons. Il s'agit bien d'une tâche. Troisième exemple, vous racontez vos vacances. Là, vous voyez bien que non, ce n'est pas une tâche. Je raconte mes vacances dans mon journal intime. Je raconte mes vacances à mon professeur de français. Je raconte mes vacances à un ami. Comprenez bien qu'à mon professeur de français, je ne vais pas lui dire la même chose. Je vais peut-être lui dire je visite le musée du Louvre. Mais à mon ami, je vais peut-être lui dire je suis tombée amoureux. Par exemple, voilà, on ne raconte pas la même chose. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse et pourquoi faire pour pouvoir faire une production dans la perspective du cadre européen. On ne peut pas écrire dans le vide sans savoir à qui on s'adresse et pourquoi faire. Ici, nous allons faire un petit exercice. On a des 4 tâches et on va essayer de voir à quel niveau ces tâches peuvent être réalisées. Vous êtes en vacances avec des amis. Vous écrivez une carte postale à votre famille pour dire ce que vous faites et le temps qu'il fait. Par exemple, je suis à Paris, je visite Paris, il fait beau, mais je ne peux pas visiter Notre-Dame, la cathédrale est fermée, par exemple. Donc, vous voyez que ça, c'est tout à fait faisable au niveau A1. Donc ici, il s'agit d'une tâche que l'on est tout à fait capable de réaliser au niveau A1. Deuxième exemple, vous avez reçu ce courriel
et vous répondez à Julie. Ben voilà, Julie qui a présenté notre webinaire, nous la retrouvons ici. Vous la remerciez, vous acceptez son invitation, vous lui expliquez comment vous irez chez elle et combien de temps vous resterez. Bonjour Julie, alors, je suis très contente de ton invitation. Oui, bien sûr, je vais venir te voir. Je prendrai le train. Est-ce que tu pourras venir me chercher à la gare? Et je pourrais rester une semaine avec toi. Donc ici, à quel niveau nous sommes? Nous parlons au futur et au niveau A1, parce que c'est une correspondance simple, mais au niveau A1, le candidat n'est pas censé connaître le futur simple. Il sait parler au futur proche, mais il ne connaît pas le futur simple. Et il ne sait pas forcément non plus expliquer pourquoi il accepte ou il refuse une invitation. Donc ici, nous sommes au niveau A2. Troisième exemple, vous travaillez en France, vous avez suivi une formation dans le cadre de la formation continue. Votre responsable vous invite à écrire un article dans le journal de l'entreprise pour parler de cette expérience et donner votre opinion sur les points forts de la formation continue. Donc ici, c'est une tâche qui s'adresse à un adulte et on lui demande de parler de son expérience et de donner son opinion. Eh bien, parler de son expérience, donner son opinion dans un domaine qui est familier, comme peut être notre travail, eh bien, ceci relève du niveau B1. Et enfin, notre quatrième exemple, le directeur de votre lycée bilingue prévoit d'imposer le port de l'uniforme par les élèves. En tant que représentant des élèves, vous êtes chargé d'écrire une lettre au directeur. Vous vous opposez à ce projet en vous appuyant sur des exemples précis et en montrant les risques possibles d'une telle décision. Là, ça se complique, il faut écrire une lettre au directeur, donc c'est une lettre formelle et il va falloir argumenter en donnant des exemples et montrer les risques. Donc ça, c'est plus compliqué, il y a une élaboration davantage et une lettre formelle, on doit dire vous, c'est un peu plus compliqué. Et donc ici, nous sommes au niveau B2, qui est le niveau de l'argumentation. Donc, vous voyez bien les différents niveaux, les tâches qui doivent être adaptées aux différents niveaux. On ne peut pas pedir peras al olmo, comme on dit en espagnol. Je continue. Alors, pour concevoir aussi une évaluation dans la perspective du cadre européen, vous allez mesurer 3 composantes de la compétence communicative qui sont décrites dans le cadre européen. La compétence linguistique, la compétence sociolinguistique et la compétence pragmatique. La première, c'est celle peut-être que l'on connaît le mieux. On va voir chacune de ces 3 composantes et nous allons les illustrer avec une petite production à 2, puisque comme ça c'est plus court et ce sera plus visible à l'écran. Nous pourrons voir qu'est-ce qu'on vérifie pour chacune de ces composantes. Alors, la compétence linguistique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la compétence lexicale, l'orthographe lexicale, l'orthographe grammaticale et si c'est à l'oral, production orale, eh bien, ce sera aussi la phonologie. Alors, la compétence lexicale, qu'est-ce qu'on vérifie quand on vérifie la compétence lexicale? Et alors, imaginons, au B1, par exemple, on sait donner une opinion. Imaginons notre apprenant, il va dire « je pense que, je pense que, je pense que, je pense que ». Bon, là, vous voyez, non, il ne montre pas avoir la connaissance d'une variété de mots. Donc, nous allons vérifier, effectivement, si notre apprenant, il connaît une variété de mots. Et aussi, s'il sait la maîtriser. Par exemple, si il nous dit le timbre au lieu de dire la sonnette, parce qu'en espagnol, timbre, ça veut dire la sonnette. Voilà, s'il dit par exemple une erreur très courante pour un hispanophone, il va dire pourtant au lieu de dire donc, parce que pourtant, ça ressemble à por lo tanto en espagnol. Voilà. Nous allons donc vérifier aussi cette maîtrise.
Nous allons vérifier s'il n'invente pas des mots. Se consciencier, par exemple, qu'on trouve assez souvent aussi chez les hispanophones, au lieu de dire prendre conscience. Ouais, c'est tout ça que nous allons vérifier dans la compétence lexicale. Nous allons vérifier l'orthographe lexicale, c'est l'orthographe des mots, de zen, des doubles consonnes, est-ce que je vais mettre deux S, un seul S, et les erreurs d'accent, voilà, ça c'est des problèmes d'orthographe lexicale. L'orthographe grammaticale, c'est la morphologie, par exemple, tout ce qui est accord en genre, en nombre, les conjugaisons, hein, des verbes. Ça, c'est la morphologie. Puis, c'est aussi la syntaxe. Et la syntaxe, ben, ça va être, par exemple, la bonne utilisation des prépositions, l'ordre des mots dans la phrase. Je dis lui au lieu de je lui dis. Enfin, voilà, on va vérifier l'orthographe, donc grammaticale, morphologie et syntaxe. Aussi, par exemple, l'utilisation des modes aussi. Ça relève de la syntaxe. Et puis, à l'oral, la phonologie, c'est-à-dire l'intelligibilité du discours. Alors, au A1, ça va être est-ce que notre apprenant ne prononce pas la fin des mots, hein, on ne prononce pas en français le S du pluriel, le E du féminin. Et puis au B2, on va voir si le discours est fluide, c'est-à-dire s'il n'y a pas de tension entre les deux interlocuteurs. Voilà, on va regarder cette fluidité. Est-ce que l'accent n'empêche pas la communication? Et au niveau B2, on ne fera pas répéter l'apprenant, alors qu'au niveau A1, bien sûr, on pourra demander à l'apprenant de répéter, puisqu'il n'a qu'un niveau élémentaire de français. Alors, cette compétence linguistique, nous allons l'illustrer avec une copie de candidats. Alors, voilà le sujet, c'est un sujet donc de niveau A2. Hier, vous êtes allé à la fête d'anniversaire de votre meilleur ami, vous écrivez un message à un ami français pour lui raconter la soirée. Vous lui parlez des invités, des activités que vous avez faites, de ce que vous avez mangé, et vous donnez vos impressions. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une tâche. Nous écrivons un message à un ami français et on sait ce qu'on doit dire dans le message. Alors voilà cette copie. Cette copie, je l'ai prise. Vous voyez, je vous ai mis ici le site internet. En fait, ce site se trouve dans la bibliographie cytographie que l'on trouve dans l'espace privé de France Éducation Internationale, qui offre donc une bibliographie cytographie de préparation au DELF et au DALF. Et donc, il y a cette adresse où on peut trouver des copies de différents niveaux du DELF que vous pourrez utiliser en classe. Donc, je la lis avec vous, pour que je ne sais pas si tout le monde voit bien. Alors, chère Emilia, je suis désolée que tu as manqué la fête de Stéphane hier. C'était beaucoup de plaisir. Mais Lorissa était là, et tu sais que j'aime pas Lorissa. Elle était ma partenaire quand on a joué Monopoly. Après la jeu, on a mangé du pizza et la gâteau. Stéphane a ouvert tes cadeaux, ou ses cadeaux, je ne sais pas. Et il était très contente avec la ballon de soccer que tu lui achetais. Alors le soccer, c'est le nom que les Canadiens donnent au football. Il veut que je te remercie. Après ça, on a visionné le nouveau film 21 Jump Street. C'était très drôle. Peut-être à ton fête, la semaine prochaine, on peut visionner le nouveau Titanic. Ton amie Britney. Donc, voyons, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir pour la compétence lexicale? On va voir quels mots on va pouvoir valoriser pour ce niveau A2. Regardez, les mots que j'ai entourés seront à valoriser. Désolé, manquer, plaisir, partenaire, cadeau, remercier, visionner, drôle. Il y a même des mots ici qui ne relèvent pas du niveau A2, qui sont
qui relève d'un niveau supérieur. Donc, c'est une très bonne copie. Il y a une bonne variété de mots. Ce candidat connaît beaucoup de mots en français. Et regardez, il y a très peu d'erreurs d'orthographe. Il y a 2 fois, bon, 2 N à visionner, mais ça n'empêche pas, phonétiquement, ça marche. Et remercier au lieu de remercier, ce n'est pas grave. Donc, c'est une très bonne copie. On va pouvoir ici donner à la compétence lexicale le maximum de points. La compétence grammaticale, qu'est-ce qui est bien fait? C'était très drôle, c'était beaucoup de plaisir, il était très contente, on a visionné. Très bien, le candidat sait bien faire la différence entre l'imparfait et le passé composé. Et il a même mis des phrases complexes hein, qu'on n'est pas censé trouver encore au niveau A2. Tu sais que j'aime ma part quand on a joué hein, une temporelle et même une relative, la ballon de soccer que tu lui as acheté. Encore ici une complétive, il veut que. Donc ça c'est très bien. Alors, ici 2 erreurs sur le mode, mais qui ne sont pas sanctionnables au niveau A2, puisqu'au niveau A2, on ne connaît pas encore le subjonctif. On va le connaître, on doit le connaître au niveau B1, puisqu'on doit au niveau B1 donner son opinion. Et quand on donne son opinion, on est obligé d'en passer par là. Je ne pense pas que ce soit, hein, voyez. Mais ici, donc, voilà, il y a des erreurs, mais on ne va pas les sanctionner. Par contre, ce qu'on va sanctionner, ce sont ces erreurs que j'ai entourées qui sont censées être maîtrisées au niveau A2. Les accords, ça au niveau A1, on sait faire des accords, je suis désolée. Hein. Alors ça, on voit que très certainement la candidate est anglophone parce qu'il y a pas mal d'erreurs de genre la jeu, la gâteau, la ballon, la nouveau film. Donc si vous voulez, s'il y a une erreur de ce type, ce n'est pas bien grave. Mais c'est peut-être la répétition des erreurs. Il faudra toujours voir qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est mal fait, et on va peser dans la balance où penche la balance. Et puis là, visiblement, eh bien, oui, notre candidate, elle sait parler au passé, mais elle a des problèmes avec la conjugaison quand même. Le participe passé, on a joué, on a mangé, ER, ça ne va pas. Et ça, elle est censée connaître ça au niveau A2. Et puis aussi, je te remercie, ER, le verbe qui n'est pas conjugué, tu lui as acheté. Voilà, ça ne va pas. Et ça, on va le sanctionner. Je continue. La compétence sociolinguistique. Alors, la compétence sociolinguistique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les salutations. Bonjour, au revoir. Le registre, quand j'écris à un professeur, mon professeur de français, je vais lui dire vous. Et si j'écris un ami, je vais lui dire tu. Hein, c'est tutoiement, vouvoiement, ça fait partie du registre. Et, attendez-moi, je vais passer. Et le registre, c'est aussi, par exemple, quand on écrit une lettre formelle, eh bien, il y a certaines expressions qu'on ne pourra pas trouver. Je ne pourrai pas dire le mot boulot, il faudra dire le mot travail. On ne pourra pas dire ça, c'est vraiment dégoûtant ce que vous faites. Non, on ne parle pas comme ça dans une lettre formelle. Vous voyez, on va vérifier tout ça. Et puis, c'est les règles de politesse. Hein. Si je rentre dans une boutique, eh bien, je vais dire bonjour. Après, je vais dire s'il vous plaît, je vous remercie, au revoir, bonne journée. Voilà, on va vérifier tous ces éléments dans la compétence sociolinguistique. Alors, regardons notre copie. Eh bien, nous voyons qu'il y a une formule d'accueil correcte, chère Emilia. Il y a une formule de congé. Hein, on peut assimiler de ton ami une formule de congé. Et puis, cette candidate, elle dit bien tu à son ami, elle s'adresse à un ami, elle lui dit tu. Donc, vous voyez, ici, c'est bien fait. Et donc, nous pouvons attribuer le nombre de points à la compétence sociolinguistique qui est bien faite. La compétence pragmatique. Alors, la compétence pragmatique, c'est essentiellement 2 points. Il y a une compétence
discursive, ce qu'on appelle une compétence discursive, c'est-à-dire l'organisation du discours. Si vous voulez, ce qu'on va vérifier dans une production, c'est la fluidité du discours. C'est-à-dire, est-ce que je ne passe pas du coq à l'âne? Est-ce que mon apprenant ne passe pas du coq à l'âne? Est-ce que ça se suit? Et on va regarder surtout donc la fluidité au niveau A1, A2, à partir du niveau B, et notamment B2, si on demande une production formelle, on va regarder un peu comment l'apprenant structure son discours. Et si il va rentrer dans les nuances, on va aussi regarder tous les articulateurs. Alors ces articulateurs, par exemple, au niveau B1, ils seront chronologiques. D'abord, ensuite, enfin, au niveau B2, puisqu'on est plus dans la nuance, on va devoir trouver des articulateurs logiques du type pourtant, même si, bien que, vous voyez, parce qu'on va rentrer dans les nuances. Donc ça, c'est l'organisation du discours. Mais c'est aussi la compétence pragmatique, c'est aussi la compétence qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va vérifier si l'apprenant met en œuvre les actes de parole. Alors donc là, ça va bien sûr dépendre de la consigne. Si on lui demande de refuser, d'accepter, de se plaindre, de convaincre, de raconter, voilà, on va voir ce que demande la consigne et on va vérifier si l'apprenant, le candidat, met en œuvre les actes de parole qu'on lui a demandés. Donc ici, regardons notre copie. Alors j'ai mis différentes couleurs pour qu'on puisse s'y retrouver parce qu'on lui demande plusieurs choses. On lui demande de parler d'une fête. Et effectivement, la première ligne, on voit que notre apprenant parle de la fête de Stéphane. On lui demande de parler des invités. Et effectivement, il parle des invités. Il parle de Lorissa et il parle de Stéphane. On lui demande de dire les activités qu'il a faites. Et on voit qu'il dit on a joué Monopoly, il parle d'un jeu, et on a visionné la nouveau film. Donc il parle bien des activités qu'il a faites. On lui demande de dire ce qu'il a mangé. On a mangé du pizza et la gâteau. Donc c'est réalisé. Et on lui demande de donner ses impressions, et il donne plusieurs fois ses impressions. Je suis désolée, beaucoup de plaisir, j'aime pas Morissa, il était très content, c'était très drôle. Donc vous voyez, là, tout est fait, donc c'est très bien. Donc ici, on va pouvoir donner le maximum de points à la mise en œuvre des actes de parole. On continue. L'organisation du discours. Alors ici, on voit que le texte est fluide. Quand on l'a lu, il n'y a pas de problème. On suit, on comprend bien, pas de problème. C'est un texte fluide. Et en plus, on voit qu'il est articulé. Mais Lorissa, et puis on voit des articulateurs dans le temps, après le jeu, après ça, et la semaine prochaine. Donc pour du A2, c'est très bien. Et là encore, pour l'organisation du discours, bravo, on va pouvoir donner le maximum de points. Donc vous voyez que, conclusion, c'est une évaluation critériée. On aura différents critères. Et vous voyez que pour les critères, là encore, vous allez devoir faire des choix. Vous pouvez en choisir plusieurs, les réduire, et vous allez leur attribuer un barème. Et là encore, vous devrez faire des choix. Est-ce que vous voulez donner plus d'importance à tel ou tel critère? Là encore, suivant ce que vous voulez vérifier, suivant ce que vous voulez valoriser, vous allez attribuer un barème plus ou moins important à chacun des critères. Donc ça, c'est un exemple de grille d'évaluation du DELF. Vous voyez, on a 6 critères. C'est une grille de production écrite et on va regarder pour voir de quel niveau il s'agit. Alors, on a le respect de la consigne. On vérifie si le candidat il met en adéquation sa production avec la situation. Vous voyez, elle est là, la tâche. C'est qu'on veut vérifier que l'élève il n'a pas appris par cœur et qu'il recrache
sa production qu'il a prise par cœur. Non, on veut voir s'il a su s'adapter à la situation, au contexte, à la tâche, parce que nous sommes dans une perspective actionnelle. Parce que je ne m'adresse pas de la même manière dans telle ou telle situation, je n'utilise pas le français de la même manière dans telle ou telle situation. Et on va vérifier aussi la consigne de longueur, bien sûr, parce que si mon candidat n'écrit qu'une ligne, ben à ce moment-là, il n'y aura pas de variété lexicale. Il n'y aura pas, je ne pourrai pas vérifier ses connaissances en orthographe grammaticale, puisqu'il n'y a qu'une phrase. Il n'y a pas matière, si vous voulez, à vérifier le lexique, à vérifier la morphosyntaxe, à vérifier la cohérence et cohésion, une seule phrase. Donc, vous voyez que la longueur aussi de la production aura des conséquences sur tous les critères, en fait. C'est pour ça qu'il faudra en écrire un minimum pour qu'on puisse vérifier tous les critères. Donc, vous voyez ici, on a une grille avec un critère de correction socio-linguistique. Donc, nous sommes dans une production où on doit réagir à un message. Et on va vérifier si l'apprenant il sait utiliser les registres de langue en adéquation avec le destinataire et le contexte. Voilà, encore là, nous voyons ici la tâche. Et donc, nous allons vérifier s'il sait utiliser les formes courantes de l'accueil et de la prise de congé. Regardez ici ce critère de capacité à interagir sur 4 points, hein, c'est le plus grand nombre de points ici. Et bien ici, en fait, c'est là où on va vérifier si le candidat il sait mettre en œuvre les actes de parole qu'on lui a demandé. Là, tout à l'heure, dans notre exemple, eh bien, c'était est-ce qu'il a parlé des invités? Est-ce qu'il a dit ce qu'il avait mangé? Est-ce qu'il a dit donner ses impressions? Voilà, donc c'est pour ça ici qu'on dit peut écrire une lettre personnelle simple pour exprimer remerciements, excuses, propositions, etc. Etc. bien sûr, parce que ça dépend de la consigne. Hein, il faut toujours évaluer en fonction de la consigne. Ça aussi, c'est une grande règle. Toujours évaluer en fonction de ce qu'on demande. On ne peut pas sanctionner le candidat qui n'aurait pas écrit quelque chose qui n'est pas demandé dans la consigne. Donc, si vous voulez vérifier quelque chose, n'oubliez pas de le demander dans la consigne. C'est évident, mais bon. Ensuite, eh bien, voilà, nous avons les critères de lexique, morphosyntaxe et cohérence et cohésion. Donc, en lexique, peut utiliser un répertoire élémentaire. Donc, ce mot élémentaire nous indique que nous sommes au niveau A1 ou A2. De mots et d'expressions relatifs à la situation proposée, peut écrire avec une relative exactitude phonétique, vous voyez, comme visionner, donc il n'avait qu'un seul N, c'est pas grave, mais pas forcément orthographique. La morphosyntaxe peut utiliser des structures et des formes grammaticales simples, parce que nous sommes au niveau élémentaire, relatives à la situation donnée, toujours relatives à la situation donnée parce que nous sommes dans la perspective actionnelle, mais commet encore systématiquement des erreurs élémentaires puisque nous sommes au niveau élémentaire. Cohérence et cohésion peut produire un texte simple et cohérent, donc un texte fluide, et peut relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes. Alors ici, est-ce qu'il s'agit d'une grille de niveau A1 ou A2? Alors on va regarder les actes de parole demandés dans la capacité à interagir. On voit qu'on demande au candidat d'exprimer des remerciements, des excuses et faire des propositions. Donc ici, nous serons plutôt au niveau A2. Donc voilà, ça c'est la grille d'une production écrite de niveau A2. Et enfin, dernière chose, pour évaluer dans la perspective du cadre européen, eh bien, vous devrez d'abord vérifier ce que le candidat a su faire. Il faut d'abord valoriser ce que le candidat sait faire. C'est une évaluation bienveillante, mais on regarde et on ajoute les points de ce qui est bien fait. On ne fait pas à partir du total des points, on n'enlève pas des points pour ce qui est mal fait, mais on part de zéro et on ajoute des points au fur et à mesure qu'on voit des choses qui sont bien faites. Et ça, c'est aussi une des grandes leçons du cadre européen. On évalue de manière positive et on valorise ce que le candidat a su faire. Alors, pour vous aider à voir les limites de ce que vous pouvez attendre à chaque niveau de vos apprenants, il y a des outils. Hein. Il y a ce qu'on appelle les référentiels qui sont publiés chez Didier.
Donc, pour chaque niveau, depuis le niveau A1.1, donc même en deçà du niveau A1, jusqu'au niveau C1, C2, vous avez des référentiels qui pourront vous indiquer ce que le candidat est censé savoir et savoir faire à chaque niveau. Et vous avez aussi ce document qui s'appelle « Inventaire linguistique des contenus clés des niveaux du cadre européen ». Alors, cet inventaire, si vous tapez sur Google « Inventaire linguistique », vous allez voir, vous pourrez le télécharger en PDF. Et c'est un outil qui regroupe tous les niveaux du A1 au C1 et qui est très utile, une espèce de synthèse qui est bien faite. Et je vous recommande, et en plus, vous pouvez le télécharger très facilement sur Internet. Donc, si vous n'avez pas cet outil, téléchargez-le. Et je vous ai mis aussi en bas à droite cette bibliographie d'où j'ai tiré donc, le site où on peut trouver la copie là, que je vous ai montrée. Donc, c'est une bibliographie qui a été faite par France Éducation Internationale, qui est régulièrement mise à jour sur des ressources pour se préparer au diplôme d'ELF et d'ALF. Donc, à la fois les manuels, les livres et aussi les sites Internet. Voilà, ça, ce sont des outils qui pourront vous aider. Et avant d'écouter vos questions, eh bien, je voulais vous présenter, comme je l'avais dit au départ dans la description de mon webinaire, je vais vous parler des évolutions des épreuves du DELF et du DALF parce que je sais que je reçois beaucoup de demandes et de questions à ce sujet. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment d'expliquer aux personnes qui ne connaîtraient pas ou pas en détail ces épreuves, les évolutions des épreuves. Voilà, je vais vous les expliquer. Alors, cette évolution, elle concerne quelles compétences? Alors, elle concerne les compétences de compréhension orale et compréhension écrite uniquement. Les niveaux concernés, c'est les niveaux A2, B1 et B2. Alors, France Éducation Internationale a commencé par ces niveaux-là parce que ce sont les niveaux les plus présentés dans le monde. En Espagne, par exemple, le niveau le plus présenté, c'est le B1. Ensuite, c'est le B2 et en troisième position, c'est le A2. Et pour les versions, eh bien, les versions juniors, scolaires et tout public. Donc, quelles sont les évolutions pour ces compréhensions écrites et orales des niveaux A2, B1, B2 pour les versions juniors, scolaires et tout public? Et bien, en fait, l'évolution, c'est vers un questionnaire fermé. C'est-à-dire toutes les questions des compréhensions orales et des compréhensions écrites seront, à terme, toutes fermées. Fermées, c'est-à-dire que l'évaluation sera totalement objective, puisque ce seront des QCM, où on devra cocher la bonne réponse, des exercices vrais-faux, mais jusqu'à présent, il fallait justifier sa réponse. Dorénavant, il n'y aura plus de justification. Il suffira de cocher vrai ou faux. On devra aussi compléter des tableaux. Là, par exemple, on a un petit article et on doit vérifier si les critères que j'ai retenus sont bien. Voilà, c'est une description d'un séjour et je veux vérifier si pour ce séjour, il y a un émergement en groupe, oui ou non. Est-ce que les débutants sont acceptés, oui ou non? Est-ce que dans ce séjour, on accepte les animaux, oui ou non? Ou est-ce que je peux rencontrer des jeunes de toute nationalité, oui ou non? Vous voyez? Donc là, c'est très objectif. C'est une case à cocher. Et aussi, on aura des exercices d'appariement. Ici, par exemple, pour une compréhension orale, eh bien, on devra associer un dialogue à une situation. Est-ce que dans ce dialogue, on invite quelqu'un, on remercie quelqu'un, on demande un service, on accepte des excuses, etc. Donc voilà le type d'exercice que l'on trouvera dorénavant dans les compréhensions orales et écrites. Plus de questions ouvertes. Alors, pourquoi cette évolution? Vous en comprenez l'intérêt. C'est que quand on avait des questions ouvertes et que le candidat rédigeait sa réponse, nous devions pondérer la note selon si la réponse du candidat était précise, claire et complète.
Et bien sûr, là, quelquefois, il y avait des petites différences entre les correcteurs, puisqu'on n'avait peut-être pas forcément la même appréciation de la clarté ou de la précision. Donc, ça sera mieux pour l'équité des candidats et donc l'examen sera plus fiable. Et pour les correcteurs, ce sera aussi plus facile finalement. Il n'aura plus à prendre des décisions, à voir si, avec son collègue, si c'est précis ou clair. Ce sera plus simple. Alors ça, c'est en fait pour votre information, mais en fait, ce n'est pas vraiment important. Vous voyez que le nombre d'exercices et de supports évolue un petit peu. Dans le carré rouge, vous avez le nombre de supports à terme qu'auront ces compréhensions orales et compréhensions écrites. Vous voyez, par exemple, pour le A2, on passe de 7 supports audio à 14 supports audio. Et pour le B2, il y a une évolution aussi en compréhension orale. On passe de 2 exercices à 3 exercices et donc à 5 supports. Et pour la compréhension écrite aussi, pour le A2, le B1 et le B2, il y a une augmentation des exercices ou des supports. Mais bon, les exercices seront des questionnaires fermés, donc pas de problème. Alors, le calendrier. Alors, ces nouvelles compréhensions orales et écrites sont déjà, si vous voulez, en circulation. Mais c'est une mise en circulation progressive, c'est-à-dire que jusqu'en 2023, il va y avoir la coexistence des anciens formats et des nouveaux formats d'épreuves. Et ce n'est qu'en 2023 que nous aurons 100% des épreuves avec des questionnaires fermés. Donc, vis-à-vis de la préparation des candidats, pas de changement, puisque le candidat qui est capable, qui est habitué à répondre à une question ouverte, de toute façon, il saura répondre à un questionnaire fermé. Questionnaire fermé, tout le monde connaît, sait répondre à un QCM, à oui, non, à un vrai, faux. Donc, il n'y a aucun changement dans la préparation des candidats. Vous continuez à préparer vos candidats, à répondre à des questions ouvertes de manière précise et claire. Voilà. Donc, à partir de 2023 seulement, 100% des nouvelles épreuves. Souvent, on me pose la question sur est-ce que l'on sait à l'avance, par exemple, la prochaine session, est-ce que les compréhensions orales et écrites seront des questions fermées ou pas? Je n'en sais rien moi-même. Moi qui reçois les sujets de France Éducation Internationale, je ne le sais qu'au moment où je reçois les sujets. C'est-à-dire que non, vous ne pourrez pas savoir à l'avance. Et c'est le candidat, le jour des examens, qui découvrira le questionnaire. Mais peu importe, il n'y a pas de souci, pas de peur à avoir. Le candidat, il est préparé à répondre à des questions ouvertes. S'il n'a que des questionnaires fermés, eh bien, il n'y aura aucune difficulté supplémentaire ajoutée. Comme pour le B1, il y a un exercice supplémentaire, France Éducation Internationale a décidé de rallonger de 10 minutes la durée de la compréhension des écrits. Donc, en durée totale, les épreuves collectives écrites du B1 passent de 1h45 à 1h55, donc 10 minutes supplémentaires. Et ça, c'est déjà appliqué d'ores et déjà, comme on ne sait pas si on va avoir un questionnaire fermé ou pas. De toute façon, c'est déjà mis en application pour toutes les sessions B1. À partir de maintenant, il y a toujours 10 minutes supplémentaires, donc c'est 1h55 pour les épreuves collectives du DEF B1, pour toutes les sessions. Troisième évolution, c'est la suppression des domaines de spécialité dans les épreuves du DALF C1 et C2. Jusqu'à présent, au moment de l'inscription, le candidat devait choisir entre la spécialité lettres et sciences humaines ou sciences. Bon, ça a disparu. En fait, 90% des candidats choisissaient le domaine lettres et sciences humaines. Et donc, dorénavant, France Éducation Internationale a choisi de ne mettre que des thèmes de société abordables par tous les profils de candidats. Et ça, c'est déjà mis en application. Donc, plus de domaine de spécialité pour le DALF. À partir de 2021, eh bien, il y aura aussi des questionnaires fermés pour le A1. Donc, pour l'instant, cette évolution ne touche que le A2, B1, B2, mais un petit peu plus tard, le A1 aussi sera
concernés. Et donc, aussi pour le A1, eh bien, on n'écrira pas de réponse, mais on cochera ou on relira dans des exercices d'appariement des réponses. Donc, pour l'instant, c'est une expérimentation en cours et il y aura une diffusion progressive du nouveau format à partir de 2021. Et enfin, la dernière évolution, ce sont de nouvelles grilles d'évaluation. Celle que je vous ai montrée, eh bien, elle va évoluer. Alors, nous n'avons pas encore à notre disposition les nouvelles grilles, mais ce que nous en savons, si vous voulez, c'est qu'elles veulent être plus renforcer la validité de l'évaluation. Si vous voulez, le nombre de critères sera réduit et il y aura un rééquilibrage des trois composantes dont on a parlé, linguistique, socio-linguistique et pragmatique. Donc, en fait, il y aura une simplification de ces grilles et très certainement que pour le travail du correcteur, ce sera plus simple de se mettre en accord avec l'autre correcteur, puisque nous faisons une double correction, sur un nombre de critères réduits. On passera, si vous voulez, on passera sur moins de temps. Et voilà, l'évaluation sera facilitée. C'est plus en fait, la validité sera la même, hein, mais pour le correcteur, son travail, puisque le nombre de candidats d'ELDAF augmente dans le monde, ce sera plus simple peut-être pour le correcteur avec un nombre de critères réduit. Et ça, ce sera à partir de 2021. Donc, ça veut dire que ce sera sûrement au deuxième semestre 2021. C'est-à-dire au premier semestre, il y aura une formation des examinateurs correcteurs à ces nouvelles grilles. Hein. On devra se retrouver ses repères avec ces nouvelles grilles. Et puis, elles seront sûrement lancées au deuxième semestre 2021 pour l'évaluation lors des sessions d'ELTA. Pour l'instant, donc, ce sont toujours les anciennes grilles. En fait, l'évaluation ne sera pas différente. Je veux dire, ce sera toujours dans la perspective du cadre européen. Ce seront toujours des tâches et on évaluera toujours les trois composantes, linguistique, socio-linguistique et pragmatique. Vous avez des exemples de ces nouveaux sujets sur le site de France Éducation Internationale à cette adresse www.ciep.fr. CIEP, vous savez, c'est l'ancien nom de France Éducation Internationale. Donc l'adresse est toujours avec cet ancien nom. Et je vous invite aussi, si vous voulez connaître mieux le DALF, si vous voulez connaître les calendriers, les tarifs, etc., je vous invite à venir consulter notre site internet Espagne, DELF, www.delf-dalf.es. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et maintenant je vais mettre mon casque pour écouter vos questions. Merci beaucoup, Annette, pour cette présentation extrêmement riche et très claire, comme tu sais si bien le faire. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup réagir, donc beaucoup de questions. Donc, on va les prendre un peu petit à petit. Peut-être on va commencer par Clémence qui demande justement ton point de vue sur les récents changements des épreuves DELF-DALF. Personnellement, qu'en penses-tu? Alors, qu'est-ce que j'en pense du point de vue de l'apprenant, du point de vue du correcteur? Le nombre d'exercices, de documents, etc. Voilà ce qu'elle demande. Moi, en fait, j'adhère complètement avec ces évolutions parce que l'équité sera renforcée, le travail du correcteur simplifié, le nombre de supports finalement nous permettra de vérifier la capacité du candidat sur plusieurs types de documents. Et en fait, si vous voulez, il y aura très peu de questions sur chacun des supports. Donc, en fait, on augmente la possibilité pour l'apprenant d'obtenir des points, puisque peut-être qu'un support qu'il n'aura pas compris, s'il y a 10 questions dessus, voilà, ça va peser lourd dans la balance. Alors que si on augmente le nombre de supports,
eh bien, on augmente les chances du candidat d'obtenir des points. Donc, je pense que c'est une évolution qui va tout à fait dans le bon sens. Très bien. Alors, il y a Sandra qui demande si on peut être accrédité pour corriger ses examens en ligne. Alors non, l'habilitation en ligne n'existe pas. Je sais que France Éducation Internationale est en train de voir une nouvelle modalité que nous ne connaissons pas encore, qui sera peut-être hybride. Si vous voulez, la possibilité d'un stage d'habilitation en ligne existe là, mais provisoirement et de manière exceptionnelle, parce que nous sommes en pandémie et donc seulement jusqu'en décembre 2020. Mais ensuite, à nouveau, il faudra que ces stages aient lieu en présentiel, ce qui est aussi son intérêt, hein. On comprend bien qu'en présentiel, il y a beaucoup plus de choses, de questions d'interaction qui peuvent se passer. Donc, exceptionnellement, pendant la pandémie, on pourra faire des stages en ligne, mais après, on reviendra à la modalité en présentiel. Bien. Donc, en parallèle, le chat, on a vu merci beaucoup, très clair, très intéressant. Donc, il semble que vraiment, tous les participants aient vraiment apprécié. Et Viso qui a beaucoup apprécié le tableau d'évaluation critère. Et elle demande où le trouver. Le tableau, les grilles d'évaluation? Je pense que c'est ça. Et oui. Alors, les grilles d'évaluation des productions de tous les niveaux sont à votre disposition sur le site de France Éducation Internationale. Sur notre site delfdalf.es, vous avez toutes les grilles d'évaluation de chaque niveau pour les productions orales et les productions écrites. Mais là encore, ne les utilisez pas telles quelles. Faites votre choix en tant que professeur. Voyez quel barème, quels critères vous voulez retenir, qu'est-ce que vous voulez vérifier chez vos apprenants. Alors ici, on a Sophie qui demande si un élève fait un hors-sujet, à l'oral ou à l'écrit, quelle note doit-on lui mettre selon le CECRL? Alors, les hors-sujets, il faut voir au cas par cas. On ne peut pas parler comme ça en général d'un cas par cas. Si le candidat, il y a différents types de hors-sujets. Il y a des hors-sujets thématiques. Je demande au candidat de parler de ses vacances et il me parle de la pandémie, par exemple. Donc ça, c'est un hors-sujet thématique. Il y a des hors-sujets discursifs. On lui demande d'écrire une lettre et il m'écrit un dialogue, par exemple. Et puis, il y a les hors-sujets thématiques et discursifs. Donc, il y a certaines règles, en fait, par exemple pour le DELF, mais si vous voulez, du point de vue de la tâche, si le candidat n'utilise pas, ne s'adapte pas à la situation de communication, utilise, par exemple, si dans un cas de hors-sujet thématique, s'il utilise un vocabulaire qui ne correspond pas à la tâche, on ne peut pas vérifier si le candidat sait utiliser le vocabulaire qui est en cohérence avec la tâche. Donc là, on va pas pouvoir donner de points, ou très peu. Si le candidat il écrit un dialogue au lieu d'écrire une lettre, on ne va pas pouvoir vérifier la structure, on ne va pas pouvoir vérifier les articulations. Donc, sur ces critères-là, il n'obtiendra pas de points. Donc, à chaque fois, en fait, critère par critère, il faudra voir l'écart entre ce qu'on demande au candidat et ce que l'on peut vérifier dans la copie. Donc, on ne peut pas répondre, en fait, de manière générale. Il faut vraiment voir au cas par cas, mais il est bien évident qu'un hors-sujet a des conséquences sur plusieurs critères. Même si, par exemple, le point de vue grammatical, eh bien oui, on pourra évaluer. Mais si on lui demande, par exemple, de raconter ses vacances de l'année dernière et qu'il raconte ses projets, eh ben, raconter au passé, s'il n'y a pas de temps du passé, on ne va pas pouvoir non plus grammaticalement lui donner le maximum des points puisqu'on ne peut pas vérifier s'il s'est raconté au passé. Très bien, merci. Alors là, on a un spectateur anonyme, je ne sais pas qui c'est, qui dit « Je remarque que mes élèves arrivent souvent dans ma classe en niveau B1 voire B2 en continuant à faire des erreurs basiques.
prononciation du E, S ou ENT à la fin d'un mot. En tant que Français, j'ai tendance à les corriger immédiatement lorsqu'ils parlent. Cela vous paraît-il une méthode efficace? J'ai peur de les inhiber en les coupant. Alors, bon, là encore, c'est un choix à faire en tant que professeur. Ça dépend peut-être de l'exercice que vous êtes en train de faire. Si, par exemple, si c'est un exposé en continu ou si c'est en conversation, une simulation avec un camarade, je vous conseille de ne pas interrompre, effectivement, parce que ça va le couper dans son exposé, ça va le troubler, il va peut-être avoir du mal à reprendre le fil de ce qu'il disait, ou ça va couper aussi la simulation. Donc, à ce moment-là, prenez note et revenez après. Vous prenez note et vous revenez dans un deuxième temps. Même sans les corriger, ce qui est encore mieux, en fait, c'est de faire corriger. Par exemple, si c'est à l'écrit, vous pouvez entourer et lui demander lui-même, avec les outils que vous lui donnerez, lui demander lui-même d'essayer de corriger le maximum parce qu'il est censé savoir faire ça à ce niveau-là. Donc, vous pouvez lui demander, voilà tous les outils, tu vas essayer de corriger toi-même, en fait. Et c'est comme ça, il mémorise mieux, en fait, ses erreurs et c'est peut-être plus efficace. Mais bon, là encore, ça dépend de l'exercice oral, écrit, si c'est en cours particulier, en groupe, enfin, voilà, ça dépend encore de beaucoup de choses. Mais voilà. Alors, on a une question différente d'Élodie qui demande s'il existe un examen qui peut être certifié de notre niveau de français en tant que natif pour pouvoir se présenter à un concours, par exemple. Alors, l'ODEF et l'ODALF, c'est la seule certification qui existe et qui, normalement, donc, s'adresse à des étrangers puisque c'est diplôme d'études de la langue française. Mais pour les natifs qui veulent des points pour un concours d'enseignement en Espagne, nous délivrons des dérogations pour qu'ils puissent aussi s'inscrire au DELF et au DALF. Nous pouvons accorder des dérogations justement s'ils nous montrent qu'ils veulent s'inscrire à un concours, qu'ils habitent dans le pays et qu'ils veulent donc s'insérer comme professeurs dans le système éducatif du pays. Et dans ces cas-là, en fait, on les assimile à des étrangers et donc on donne des dérogations pour qu'ils puissent s'inscrire. Je fais régulièrement à toutes les sessions des dérogations pour des personnes de nationalité française qui veulent se préparer qui veulent présenter un concours d'enseignement. Très bien, merci. Et alors, qu'avons-nous ici? Michaela, qui nous dit qu'elle présente tous les ans des élèves justement au DELF, mais qu'elle a de grandes difficultés à trouver des exemplaires, des exemples pour les préparer. Est-ce qu'il y a des... Voilà. Où peut-elle trouver cela? Alors, les exemples, c'est sur le site de France Éducation Internationale, où il y a aussi un espace privé. Si vous êtes professeur et vous préparez vos élèves, vous devez avoir les codes d'accès à cet espace privé. Vous avez d'autres exemples. Il existe, si vous voyez la bibliographie, il existe de nombreux livres édités par toutes les maisons d'édition où vous avez des exemples. Mais je vous donnerai peut-être aussi le conseil vous-même de les concevoir. C'est un excellent exercice très formateur de concevoir des sujets et vous pourriez en faire vous-même. Mais en fait, entre les manuels et le site de France Éducation Internationale, vous en avez beaucoup. En tout cas, les sujets du DELF et du DALF, ce sont interdiction de les diffuser, puisqu'ils tournent dans le monde. Et donc, ce que vous trouvez sur le site de France Éducation Internationale, ce sont ce qu'on appelle des sujets grillés, c'est-à-dire qui ne sont plus donnés, bien sûr, pendant les sessions d'ELTA. Ce sont des vieux sujets ou des sujets qui ne tournent plus. Et voilà, parce que les sujets qui tournent, eh bien, interdiction de les diffuser. Il n'y a pas d'annales, en fait, de DELTA. Alors, encore quelques petites questions. Beaucoup de merci, merci, merci beaucoup. Hein. Merci pour cette présentation toujours claire et bienveillante. Donc, voilà, Tiffaine qui remercie. Et il y a, alors, où est-ce Anna Bélène qui demande comment s'inscrire au stage d'habilitation correcteur-examinateur.
Alors, moi, je vous conseille de vous rapprocher du centre d'examen le plus proche de votre lieu d'exercice, hein, parce que les stages d'habilitation sont organisés en fonction de la nécessité de renforcer ou non l'équipe d'examinateurs correcteurs. Alors, il y a certains centres d'examen qui, pour l'instant, par exemple, ont leur équipe au complet et donc n'organisent pas de stage d'habilitation. Mais souvent, il y a des départs, des départs à la retraite, des déplacements ou une augmentation du nombre de candidats. Donc, un centre d'examen voudra habiliter davantage de professeurs et donc organisera un stage d'habilitation. Donc, rapprochez-vous du centre d'examen le plus proche de votre domicile et on vous dira si on organise ou pas un stage d'habilitation. Sachez aussi que dans le cadre du DELF scolaire, vous savez, cette version du DELF qui est mise en place dans les établissements scolaires dans le cadre d'une convention qui est signée entre l'ambassade et les consejerías de éducation des communautés autonomes. Nous organisons des stages d'habilitation pour les professeurs de français qui travaillent dans ces établissements scolaires qui seront concernés par le DELF scolaire. Et donc là, eh bien, vous pourrez vous inscrire dans le cadre de ce DELF scolaire. Et souvent, enfin, ça dépend des communautés autonomes, mais souvent, les communautés autonomes donnent des crédits en plus de formation pour toute personne qui réussit l'habilitation, qui a suivi le stage d'habilitation, qui a réussi l'habilitation. Je remets mon micro. Quelqu'un demande si le PowerPoint pourrait être mis à disposition. Donc vous aurez accès au webinaire filmé si le PowerPoint. Ben voilà, si le webinaire Donc vous aurez accès peut être, voilà, le donc webinaire. le PowerPoint est inclus, oui. Voilà, on vous transmettra effectivement au plus vite le lien vers les 10 webinaires de façon à ce que vous puissiez même voir et profiter de ceux auxquels vous n'avez pu assister. Question de Sandra qui demande s'il y a des différences entre une tâche et une production finale. Je ne comprends pas bien cette question, je ne sais pas ce que c'est qu'une production Je ne sais pas, finale. Sandra peut peut-être préciser dessous ce que vous entendez par production finale. Peut-être qu'elle pense à un projet. Peut-être, oui. Une production finale peut être une tâche, oui. On va voir si elle précise un petit peu derrière. En attendant, quelqu'un qui demande la validité du DELF. Validité, c'est à vie. Hein, une fois qu'on a, c'est comme c'est la définition du terme diplôme. Hein. Un diplôme de médecine, le baccalauréat est un diplôme. Eh bien, le DELF est un diplôme. Donc, ces 3 types de diplômes sont à vie, c'est-à-dire sont valables toute la vie. Quand vos apprenants adolescents auront comme moi des cheveux blancs, eh bien, leur diplôme DELF sera toujours valable. C'est un diplôme donc international et valable à vie. Contrairement au TCF, le test de connaissance du français, c'est la définition du mot test. Le mot test, ça signifie à validité limitée. Et donc, le test de connaissance du français, aussi conçu par France Éducation Internationale, n'a de validité que de 2 ans parce que c'est seulement une photographie de ce que vous savez faire à un moment donné. Donc, par exemple, pour un test, eh bien, on va mesurer, on va faire des exercices du A1 au C2 et suivant ce que vous avez fait, eh bien, on va vous placer. Voilà, en compréhension orale, vous avez un niveau B1, mais en compréhension écrite, vous avez seulement un niveau A2. Voilà. C'est pour ça que ça a une validité que de 2 ans, alors que le diplôme mesure vraiment un niveau. Et donc, vous pouvez réussir ou ne pas réussir. Le TCF, on réussit. Enfin, on ne peut pas le rater puisqu'on est placé sur un niveau selon ce qu'on a fait. Très bien, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose, Annette, en mot de conclusion. Un mot de conclusion. Un grand merci à tout le monde de m'avoir écouté. Et voilà, vous pouvez m'écrire hein, si vous avez des questions. Je suis à votre disposition sur les stages, sur le dispositif d'ELVALP dans le pays. Voilà, je répondrai avec plaisir à vos questions. Et je vous remercie en tout cas de votre participation et de votre intérêt.
Donc vraiment, merci beaucoup encore Annette Merci Julie pour d'avoir animé ce webinaire et d'avoir partagé toutes ces informations si importantes pour tous. Et avant de terminer, parce que je vois que petit à petit, chacun part manger, parce qu'effectivement, on a faim. Je vous rappelle ce soir à 18h le quiz musical avec Charles Baptiste. Donc, vous avez dû recevoir un formulaire vous permettant de jouer. À vous de trouver le maximum de titres interprétés par Charles, pas Jean-Baptiste, c'est Charles Baptiste, excusez-moi. Et vous pouvez gagner un cours en ligne. Donc, ça peut être très sympathique. Je vous rappelle aussi donc, le jeu sur le Padlet. Donc, vous aurez le dernier indice demain matin pour découvrir à la fois un lieu emblématique ainsi qu'un personnage emblématique. Même chose, vous avez dû recevoir un formulaire. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous demain à partir de 9h pour la dernière journée de l'université d'été, avec la dernière séance de votre atelier, des webinaires animés par les éditeurs et bien sûr la cérémonie de clôture. Donc, très bonne journée à vous et à demain. Merci Julie, à demain. Merci.